Ça veut dire que pour la santé, le fait pour un Africain d'embrasser l'islam entraîne 3 aliénations. La première aliénation est une aliénation religieuse. Parce que ses ancêtres ont vécu des millénaires heureux sans jamais avoir embrassé une telle religion étrangère. Deuxième chose, c'est une aliénation linguistique et culturelle. Parce qu'il est obligé d'utiliser l'arabe. Et ce faisant, il admet que l'arabe, c'est la langue de Dieu. Donc, il nie que la langue de ses ancêtres, le Yoruba, le Kiswahili, le créole haïtien, puisse atteindre Dieu. Troisièmement, il gaspille son argent pour aller vers des lieux saints où il voit ses frères noirs être victimes de discrimination par les Arabes. Et il dit que Dieu, c'est le Dieu de ceux qui proclament et font cette discrimination. Ceux qui n'ont jamais restauré, ceux qui n'ont jamais aboli l'esclavage en Mauritanie, ceux qui font l'esclavage aujourd'hui en Libye, ceux qui font de l'esclavage à la Mecque. Il y a l'esclavage à la Mecque contre les Noirs, jusqu'au moment où je parle. Eh bien, comment se fait-il qu'un Africain considère un tel détour, une telle errance, un tel voyage erratique comme étant constitutif de son ascension vers Dieu? C'est ça la question que pose Molefi Assanté. Je vais enchaîner avec la 6e question. Je voudrais répéter une partie de la 5e question que j'avais sautée. En entier, donc cette 5e question, c'est celle-ci. Le professeur Assanté a écrit, ouvrez les guillemets, l'organisation de l'islam a été efficace, non pas en raison d'une relation plus spéciale à Dieu qu'aucun autre groupe, mais en raison du génie de ses premiers chefs, fermez les guillemets. De quel génie s'agit-il et en quoi consiste précisément son efficacité supposée, Sej-Kovi? Bon, en tout cas, cette question a été répondue. Je vais donc pouvoir enchaîner avec la 6e question, qui est celle-ci. Faisant la typologie, entre guillemets, du leadership africain-américain contemporain aux États-Unis, le professeur Assanté constate la corrélation entre le gavérisme et l'afrocentricité, tout en brocardant la vision de William Edward Booker Du Bois. Quelle est la véritable filiation intellectuelle et théorique de l'afrocentricité, Sej-Kovi? J'avais fait une séquence vidéo là sur l'ouvrage de William Edward Booker Du Bois intitulé The Souls of Black Folk. Et cette prise de parole de Kovi Rekmire est visible, excusez-moi de parler de moi à la 3e personne, est visible sur YouTube. Il y a suffisamment d'éléments concrets pour qu'il faille revenir sur ce que j'avais dit. Qu'il me soit permis donc de citer Molefi Assanté parlant de Du Bois. Parce que on ne pourra pas dire que c'est un Africain du continent du Bénin, égaré à Belleville, qui parle en ne tenant pas compte du génie de Du Bois. Molefi Assanté est un Africain américain comme Du Bois. Voici ce qu'il dit. Du Bois a atteint les sommets intellectuels et politiques du monde contemporain. C'était un individu brillant, puissant et humaniste tout à la fois. À aucun moment de la présente ère et rarement au cours des époques précédentes, un même individu n'aura dominé aussi totalement le paysage intellectuel dans les domaines politiques, social et historiques. Tout traité sur la vie urbaine est incomplet s'il ne fait pas référence à Du Bois, et aucune étude valable
sur les implications économiques, légales ou historiques de l'esclavage ne peut être menée à bien sans payer hommage à Dabais. En sociologie, en histoire, en sciences politiques, il posa les jalons sur lesquels s'appuient les analyses contemporaines. Il est clair que la majorité des 2377 articles et ouvrages que comprend sa bibliographie portait sur des questions touchant les Africains et les Africains-Américains, bien que Dabais couvrit pratiquement tous les sujets imaginables. Dabais avait donc l'esprit si agile qu'il pouvait saisir les éléments essentiels du washingtonisme et en laisser de côté les éléments non essentiels. Il pouvait accepter une interprétation, une intervention marxiste de l'histoire et l'étendre afin d'inclure le racisme. Et il pouvait lire Goethe dans le texte, tout en louant le génie des poètes qui créèrent les spirituels. Cependant, malgré son profond amour pour les Africains, Dabais n'était pas afrocentrique. Il étudia les Africains, non pas dans une perspective africaine, mais dans une perspective européenne, employant des méthodes européennes d'analyse et d'étude des Noirs. En effet, seuls les savants afrocentriques ont été capables de remporter cette victoire intellectuelle. Bien qu'il démontra admirablement que l'Africain pouvait exceller aux études européennes, dans son esprit, cette attitude était nécessaire afin de nous excuser et d'établir notre responsabilité aux yeux du reste du monde. Éduqué à l'université de Berlin et à Harvard, la citadelle de l'imagerie occidentale en Amérique, Dabais était imbibé des traditions intellectuelles européennes. Mais cela ne l'empêchait pas de mettre en question les restrictions de l'Europe et y rompit souvent ses amarres, comme en témoignent les poèmes tels que I am the smoking et autres lamentations plaintives pour un peuple trop longtemps endormi. Dabais prépara ainsi le monde pour l'afrocentricité, mais il n'était pas digne d'être un savant afrocentrique. Il protégea une idée dont il ne reconnaissait pas la puissance, mais pour la venue de laquelle il aura malgré tout donné quelques intuitions. L'afrocentricité était l'aboutissement la plus logique de la brillante évolution intellectuelle de Dabais, âme de son époque, à califourchon sur l'histoire intellectuelle. Il avait un pied en Égypte, en Europe, et l'autre en Afrique, afin d'utiliser son âme et son esprit entre les deux. L'inébranlable mission de Dabais était l'humanisation du monde par le biais de l'humanisation de l'Amérique. C'était là une tâche difficile, sinon impossible. Les principes éthiques de l'Amérique étaient enchevêtrés dans la compétitivité raciale. La promotion d'une humanité basée sur des valeurs culturelles et spirituelles constituait un anathème pour le profit et la compétition. À cet égard, la mission de Dabais se fondait sur de fausses assumptions quant à la perfectibilité des profiteurs rivaux pour qui il n'y avait de progrès que dans le conflit et la confrontation de leur race avec les autres peuples. Sa vocation, comme témoin du déroulement de l'histoire humaine sur la scène même de la vie, l'entraîna dans la plus difficile des tractations sociales, à savoir la volonté d'intégration des Noirs à une société qui les rejetait. Cependant, si la discrimination pouvait être minimisée, redondante et contrôlée, l'intégration pour sa part pouvait difficilement être dictée et programmée par les Blancs. Toujours prophétique, Dabais affirma ensuite l'intégration comme la clé du progrès des hommes en Amérique. Opérant ainsi à partir d'une vision eurocentrique, Dabais participa à son insu au courant philosophique de l'Europe occidentale et par conséquent refléta la même faiblesse mentale que le darwinisme, le marxisme ou le freudisme. Ces approches plutôt négatives, matérialistes de la vie tenaient le conflit pour la force motrice du progrès. Toute relation était réductible à des faits biologiques dans l'acception darwiniste du terme, à des faits économiques ou à la compétition sexuelle. Dabais se débattit avec les contradictions logiques de cette interprétation eurocentrique qu'il portait, mais il était incapable de s'en départir totalement. Il reconnut qu'ailleurs, dans ses derniers moments de vie, que l'afrocentricité était et devait être la seule aspiration spirituelle qui puisse élever les Noirs. Néanmoins, séduit par l'idée de la perfectibilité humaine, de ce qu'il a appelé l'universalisme, qui était en fait un mythe,
il perçut l'intégration dans la société blanche comme la solution ultime aux problèmes raciaux posés par l'Amérique blanche au peuple noir. Molefi Assanté. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour Molefi Assanté, le vice rédhibitoire de la pensée de Dubois, c'est de postuler que, pour être une élite digne de son nom et reconnue comme telle, j'insiste sur le mot reconnaissance, par les Blancs et leurs universités, il faut nécessairement avoir étudié les programmes de la culture blanche européenne. Et même exceller, montrer qu'on est un meilleur connaisseur d'Homère, de Virgile, de Dante, de Goethe, etc. Deuxièmement, Dubois dit que le fait d'avoir assimilé parfaitement la culture blanche, la culture européenne, ça fait qu'on est capable de faire l'ascenseur social et de rentrer dans la classe moyenne noire et partant une bourgeoisie noire. Troisièmement, Dubois dit que l'intégration à la société blanche, alors même que les Blancs refusent toute intégration aux Noirs, est la condition pour que les Noirs sortent de la pauvreté. Et bien tout cela montre aux yeux de Molefi Assanté que Dubois, malgré sa production intellectuelle prolifique, malgré son sens et son génie intellectuel, était un échec pour le peuple noir. Dubois n'était pas un exemple, parce qu'il n'était pas un leader afrocentrique. C'était tout simplement quelqu'un qui a la remorque de la culture européenne et qui essaye de montrer qu'il est capable de battre les Blancs sur leur propre terrain. Et bien, ce faisant, il a provoqué la défaite de tout le peuple noir et il a trahi Garvey. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est Garvey lui-même qui le dit dans sa lettre à Atlanta. Et je me permets d'ajouter que non seulement il a trahi Garvey, mais il a fait en sorte que des phénomènes comme Obama ont pu exister. C'est lui qui a fait que des phénomènes comme Obama, c'est-à-dire des nègres qui sont tout simplement des suppôts de la suprématie blanche, n'est-ce pas, ont pu exister. Donc, cela veut dire que toute tentative pour essayer de dire que l'intégration dans la société des Européens, c'est le seul salut pour les Noirs, eh bien, il faut récuser ça. Deuxièmement, il n'y a pas de philosophie universaliste. Il y a des Blancs qui ont prononcé la pensée unique. Et cette pensée unique, ils veulent l'imposer à tout le monde. C'est pour ça qu'ils parlent de la déclaration universelle des droits de l'homme. Alors que les Africains avaient fait leur propre déclaration, comme la charte du Mandé. N'est-ce pas? Eh bien, les Africains n'ont pas proclamé que c'était universel. Leur prétention à l'universalité est aussi la maladie infantile de la suprématie blanche. Et quiconque dit que c'est au nom de l'universalité qu'il se bat en Afrique ou ailleurs, au nom de l'Afrique, il est dans l'échec. Troisièmement, Dubois affirme que finalement, à la fin de sa vie, Dubois a vu que c'est Garvey qui avait raison. Mais c'était après avoir liquidé ou aidé à liquider tout ce que les Noirs avaient construit sous le leadership de Dubois, de Garvey. Donc, à la fin de sa vie, je pose juste une question. Est-ce qu'il a fait un acte de repentance et de contrition publique? Jamais. Non. Deuxièmement, est-ce qu'il a demandé à ce que le corps de Garvey soit rapatrié en Afrique? Puisque lui, il a été enterré au Ghana. Lui qui ne voulait pas que les Noirs rentrent en Afrique. Non. Troisième chose, il y a un centre Dubois pour la promotion du panafricanisme qui est à Accra. Actuellement, que tout le monde dit. Quand vous allez au Ghana, c'est un des endroits où vous devez aller. Obligatoirement. C'est le gouvernement ghanéen qui l'impose. Est-ce qu'il y a un seul centre, Marcus Garvey, pour la promotion du panafricanisme? Non. Donc nous avons deux devoirs. Le premier, c'est le rapatriement de la dépouille de Marcus Garvey, qui n'a rien à faire à Londres, mais qui doit être inhumé en Afrique. Et au Ghana. Deuxièmement, nous demandons la création d'un centre Marcus Garvey pour la promotion de la souveraineté
de l'Afrique et du monde noir. Et ce centre doit être fait à Accra, au Gabon. Tels sont mes 2 prochains combats. Et je ne saurais trop insister sur le fait que les internautes et les téléspectateurs doivent se joindre à nous pour mener ce combat jusqu'à la victoire finale. 7e question. Quelle est, d'après le professeur Asante, la conception afrocentrique du panafricanisme, Serge Coville? J'ai consacré un live au panafricanisme à partir de l'ouvrage de Oruno Denis Lara. Donc, je ne vais plus définir le panafricanisme, puisque je l'ai déjà fait. Maintenant, je vais dire quelles sont les 4 conceptions du panafricanisme qui existent actuellement. Voilà ce que je vais faire. Je ne reviendrai pas sur la définition. La première conception, c'est la conception des pionniers. Ils sont 5. L'haïtien Anténor Firmin, l'haïtien Benito Sylvain, le Trinidadien Henry Sylvester Williams, l'Africain-Américain Martin Delaney et le Jamaïcain Marcus Garvey. Voici leur conception. Il faut mobiliser toutes les forces vives des afro-descendants d'Amérique et de la Caraïbe pour rentrer sur le continent africain et créer une organisation unique et unitaire qui va faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral en créant les États-Unis d'Afrique, ou ce que Cheikh Anta Diop appelle l'État fédéral d'Afrique noire, l'un ou l'autre. La deuxième conception, c'est celle qui est postérieure au congrès de Manchester en 1945. Qu'est-ce qu'elle dit? La première étape, avant d'envisager à long terme la création des États-Unis d'Afrique, c'est que chacun prenne le pouvoir dans son pays. C'est-à-dire dans les anciennes colonies. Portugaises, anglaises, françaises, espagnoles, allemandes, et que sais-je. Et à partir de là, il faut sortir le pays du néocolonialisme. C'est-à-dire des structures coloniales qui font que les gens travaillent pour l'étranger. Et il y a la pauvreté. En Afrique même. Donc, le néocolonialisme étant le stade suprême de l'impérialisme selon Nkrumah, Nkrumah prend le leadership de ce courant. Et ce courant s'est cristallisé dans ce qu'on appelle le groupe de Casablanca. Et le groupe de Monrovia, qui était dirigé par Houphouët-Boigny, par William Tolbert du Libéria, et par tous les autres renégats, ignares et cupides qui ont effectivement perdu l'Afrique noire, dont l'ancien président du Dahomey, Hubert Maga, un incompétent parmi les incompétents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nkrumah a pris le pouvoir effectivement. Sékou Touré a pris le pouvoir en Guinée. Modibo Keïta a pris le pouvoir au Mali. Et dans ces pays-là, il fallait lutter contre le néocolonialisme. Mais pour lutter contre le néocolonialisme, et pour être efficace, il fallait un seul parti. Or, ces pays avaient plusieurs partis. Donc, les Français ont démantelé le RDA, le Rassemblement démocratique africain, en utilisant Houphouët-Boigny, qui est le plus grand traître de l'Afrique contemporaine. Voilà ma position sur Houphouët-Boigny. Deuxièmement, les Français ont attaqué le PRA, le parti du regroupement africain, qui avait fait son congrès à Cotonou.
En démantelant ainsi les partis transnationaux, les Français sont arrivés à la fin. Ils ont créé des partis néocoloniaux qui sont engagés dans une compétition dont le but est de garantir les intérêts français. Donc ça veut dire que tous les partis qu'on voit aujourd'hui en Afrique sont dans ce schéma. Tous les partis. Le parti qui va libérer l'Afrique n'est pas né. Il n'existe pas encore. Même si Kémy Séba a dit qu'il a créé le parti panafricaniste du Bénin. Non! Il faut créer un parti panafricaniste à l'échelle africaine, pas du Bénin. Car le Bénin est un petit pays non viable qui peut être envahi aisément à partir du Togo, etc. Donc le principe même de la gradualité est caduque et obsolescent. Nous constatons l'obsolescence de ce schéma. Et nous disons que le seul schéma, c'est le schéma globalisant. Donc, Nkrumah a été renversé par un coup d'état de la CIA. Parce que Nkrumah, en 1963, j'avais 1 an, est parti sur invitation de l'empereur d'Éthiopie. Le plus grand panafricaniste, c'était l'empereur d'Éthiopie, en fait. Haïlé Sélassié. N'en déplaise à un certain nombre de nègres qui disent qu'ils lui reprochent. Je dis, vous lui reprochez quoi? Ils ont dit, nous lui reprochons de nourrir ces lions. Pendant que nous, on va laisser les lions mourir pour vous faire plaisir. C'est à vous-même de vous nourrir, bande de parasites. Donc, à partir de ce moment-là, moi j'ai dit ceci. Il faut que les Africains comprennent que le panafricanisme, avec des étapes séparées, n'est pas viable. Donc ce schéma-là a existé. C'est le schéma qu'on a appelé le panafricanisme politique, par la prise de pouvoir dans des proto-nations et des États nés et confiants. Donc, un autre problème s'est posé. Est-ce qu'il faut faire le panafricanisme avec les Arabes? Donc Nkrumah s'est allié à Nasser, Gamal Abdel Nasser. Et Nasser dit, lui il veut faire le panarabisme. Alors voici ma réponse. Le panarabisme doit être fait en Arabie, pas en Afrique. Voilà ma position. Donc il n'y aura pas de panarabisme en Afrique. Donc, nous disons que c'était une erreur stratégique de Nkrumah. Donc ça veut dire que ce panafricanisme-là a été rapidement vaincu par la CIA, le FBI, le SDEC, les services secrets français, et les autres puissants, l'intelligence service britannique. Et comment on a fait? On a noyauté l'entourage de Nkrumah. Ce sont des gens qui étaient censés être dans son parti. Les gens comme Adama Fio, Gbedema et autres, qui se sont retrouvés le lendemain du coup d'État pour dire que Nkrumah était un tyran. Ils ont voulu faire la même chose pour Sékou Touré. Bien que je regrette tous les morts qu'il y a eu, notamment la mort de Diallo Telli, une intelligence que Sékou Touré a dû éliminer, parce que la rumeur a couru que Diallo Telli était porteur d'un coup d'État de la France. Je dis aujourd'hui que c'était faux. Diallo Telli, sa vie aurait pu permettre à l'Afrique d'éviter beaucoup de malheurs. Et Sékou Touré était devenu paranoïaque, parce que la France a voulu détruire la Guinée, parce qu'il a dit à De Gaulle, en face, d'homme à homme, nous préférons l'indépendance dans la pauvreté à la richesse dans l'opulence. Et De Gaulle a dit, il a dit ça à qui? Les gens ont dit, mais c'est à toi. De Gaulle a dit, il ne va pas faire un mois. Ils vont l'assassiner. Ils vont. En fait, c'est le garde du corps. Mais Sékou Touré, il a un problème avec Sékou Touré. Personne n'est en dehors du contrôle. Même sa femme est contrôlée. Sékou Touré n'a confiance en personne. Sékou Touré, des fois, il dit qu'il va faire un grand discours au stade. Et après, tout le monde va au stade. Pas de Sékou Touré. Et Sékou Touré ordonne au numéro 2, Lansana Béavogui, tu parles. Parce que je suis empêché. Donc Sékou Touré est quelque part en train de suivre tous les gens qui seraient capables de préparer des attentats contre lui. Sékou Touré avait 2 hantises, les attentats et les complots. Mais Sékou Touré a posé un acte qu'aucun noir n'a posé. Jusqu'à aujourd'hui. Après le renversement de Nkrumah,
Sékou Touré a nommé Nkrumah président de la Guinée. Avec tous les avantages matériels. Nkrumah a dit non. Je ne peux pas être président de la Guinée. Il dit, mais tu es panafricaniste ou pas? Partout où tu vas, tu es président. Donc, finalement, Nkrumah a été vice-président. Mais Nkrumah, Sékou Touré a dit, tu es co-président. Je vais faire une révélation ce soir. Pendant que Sékou Touré touchait la moitié du salaire de Nkrumah, Nkrumah avait une villa, des gardes, tout. Sékou Touré a fait venir Amilcar Cabral. Il a fait venir les leaders de l'UPC du Cameroun. Il a fait... Conakry était devenu la capitale du panafricain. Il a fait venir le plus grand leader des révoltes noires aux États-Unis, qui a été expulsé par le FBI, Stokely Carmichael, le mari de Myriam Makeba, la grande chanteuse sud-africaine, qui elle-même vivait à Accra. L'ANC, sa direction était à Conakry, pardon. Donc Sékou Touré est un vrai patriote africain qui a sombré à un moment dans la paranoïa et qui a, pour garder son pouvoir, éliminé énormément de nègres. Il était assisté dans sa tâche par son frère Ismaël Touré, qui lui-même a été guillotiné sur ordre de la France, une fois que Sékou Touré est mort, et qui a eu un coup d'État, qui a amené au pouvoir M. Sousoula, Conté, un inculte. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, la Guinée s'apprête à vivre encore des drames. Parce qu'un franc-maçon nommé Alpha Condé, qui dit qu'il est président, il veut modifier la constitution pour faire un troisième mandat encore, alors qu'il a 86 ans. Il n'y a qu'en Afrique que tu vois ça. Hein? C'est-à-dire des cancrelats qui essaient de s'accrocher. Des cancrelats. Notre position est que le peuple guinéen doit empêcher cet individu qui a pour conseiller Kouchner, qui donne de l'argent à Kouchner, hein, d'amener le pays au chaos et à la guerre civile. Donc pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que si nous souffrons aujourd'hui dans les pays africains, c'est parce que le projet du panafricanisme politique a échoué. Mais la chose la plus grave, comment tu peux faire le panafricanisme sans avoir des services de renseignement? On veut combattre des gens qui tirent tous leurs revenus de l'Afrique, mais on ne se protège pas. Le troisième courant, c'est le panafricanisme révolutionnaire, inauguré par Sankara. Sankara dit, le panafricanisme, d'ailleurs, je renvoie à l'intégralité de ma conférence à Hambourg, où j'ai donné une leçon sur Sankara. Jusqu'à aujourd'hui, il y a même des Burkinabés qui disent que les faits que j'ai apportés, j'ai parlé sans note. Les faits que j'ai apportés, pendant plus de 2 heures, aujourd'hui au Burkina Faso, c'est considéré comme un manifeste pour la nouvelle jeunesse africaine, qui dit que elle est, à partir de maintenant, elle a trouvé son leader, qui est le scribe Kovirek Miret. Espère sur Sankara, espère. Donc ensuite, le panafricanisme révolutionnaire de Sankara a échoué. Pourquoi? Parce que Sankara a laissé toute sa sécurité dans les mains de celui qui va ordonner de le tuer. Sankara a fait la révolution comme Akhenaton a fait sa réforme antonienne. Il n'a pas préparé le peuple. Parce que le peuple vit dans des préjugés multiséculaires. Les gens disaient que Sankara ne devait pas demander à l'empereur de Moussi d'aller faire le marché à la place de ses femmes. L'empereur de Moussi en avait des trentaines. Et il allait chaque fois faire le marché pour les femmes. Et l'empereur de Moussi a refusé, qu'on ne doit pas le voir marcher. Sankara a dit, tu iras. Tu es empereur de qui? Il n'y a plus d'empire, c'est une république. Donc les comités de défense de la révolution de Pierre Ouédraogo l'ont mis au pas. Après, il s'est réjoui de l'assassinat de Sankara. Parce que Blaise Compaoré était un Mossi
qui lui a dit, ah, j'approuve pas, ah, non, 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 on ne doit pas humilier, non, non. Bon, donc, il ne faut pas que la révolution ait aussi une dérive iconoclaste. Le panafricanisme révolutionnaire doit respecter nos codes. On a des codes. Il faut faire de la pédagogie. On ne peut pas emmener le doyen et tout le monde derrière en disant un empereur fait le mal. Lui, tu dis qu'il n'est pas empereur. Lui, il dit qu'il est empereur. Et le peuple dit c'est toi notre empereur. Donc ça veut dire que quelque part, les nègres. Parce que si jamais j'ai la possibilité, tout ce désordre va cesser. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la révolution doit être en accord avec les valeurs, les coutumes. Tu ne peux pas dire que toutes les femmes vont avoir des postes importants au sein du CNR, de tout, alors que c'est un État musulman, c'est un pays musulman. Ils sont à 75% musulmans, et pour eux, les femmes ne doivent même pas aller étudier. Donc toi, tu dis que des femmes vont être pilotes d'avion, des femmes vont être ingénieurs, et toi-même, tu les nommes. Tu crois que l'empereur de Mossi est content? Après, tu viens le titiller pour dire qu'il doit aller au marché. Non, 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 non. Moi, si c'était moi, l'empereur, il ne va pas au marché. Nous prenons l'empereur et nous lui disons que s'il veut, nous allons l'aider à diminuer le nombre de ses femmes. Parce que il ne peut pas les nourrir. Tu vois? Surtout les plus jeunes là, 18 ans, 17 ans. Non. Tu vois? Et nous allons donner au contraire une rente à l'empereur. Chaque mois, l'État lui donne une rente. Comme ça, il vient à la télé pour faire l'apologie de la révolution, même s'il n'est pas d'accord. Ça, c'est la condition pour avoir la rente. Tu viens, tu parles, et tu dis que la révolution de Cheikh Anta Diop est la bonne. Donc, tous les éléments de la nation, surtout les éléments nuisibles potentiellement, il faut éviter d'en faire nos ennemis. On a déjà trop d'ennemis. C'est le seul peuple qui, lorsqu'on veut le libérer, assassine ceux qui veulent le libérer. Et toi-même, tu vas encore chercher. Donc, même moi, Kofi, je dois cesser d'attaquer les gens. C'est pour ça que dans le live aujourd'hui, j'ai attaqué personne. Telle n'est pas la vie de Norman, qui semble avoir des doutes. Bon, donc, conclusion pour ce point. Le dernier courant du panafricanisme, c'est ce que j'appelle le panafricanisme autoréférentiel de la maths. Ce courant est porté par Cheikh Anta Diop et ses disciples. C'est ce courant qui va résoudre toutes les contradictions inhérentes aux espérances révolutionnaires qui ont échoué et qui va porter sur les fonds baptismaux ce que nous appelons l'étendard de la révolution en Afrique. Il ne peut pas y avoir de renaissance sans révolution. Et il ne peut pas y avoir de renaissance sans restauration. Voilà les 3 R. Renaissance, révolution, restauration. Restauration de quoi? Et là, nous touchons Molefi Assanté. Pour Molefi Assanté, c'est impossible de faire le panafricanisme sur la base de l'islam. C'est impossible de faire le panafricanisme sur la base du christianisme, du judaïsme, des loges maçonniques, de la Rose-Croix à Morque, de tout ce qu'on appelle l'ordre de Malte, en fait, toutes ces histoires. C'est impossible. Des évangélistes, de Christian Coalition, c'est impossible. Pour faire la révolution, pour faire la renaissance, il faut restaurer la spiritualité ancestrale du peuple africain. Voilà. Donc Molefi Assanté dit que s'il y a des gens qui veulent faire la révolution et qui ne sont pas dans la spiritualité ancestrale, c'est un faux panafricanisme. C'est un panafricanisme en trompe-l'œil, c'est un pseudo-panafricanisme. Donc pour eux, il n'est pas seul. Il y a aussi Ama Mazaba, Mambo, c'est-à-dire j'ai fait déjà sur elle. Je profite pour lui rendre hommage ce soir dans un ouvrage remarquable intitulé Moi, Mambo Ama, Père à hâte universel, ma vie et mon engagement. Eh bien, cette femme
qui est à la tête avec Molefi Assanté, d'une organisation qui s'appelle Afrocentricity International. Eh bien, cette femme, c'est vraiment ce qu'on appelle une femme digne de nos mères, des Candace de Nubie, des Awangasi du Dahomey. C'est une battante et c'est une femme qui est née pour porter le peuple sur le champ de bataille. Tous ceux qui désertent ne doivent pas être avec nous. Nous, aujourd'hui, est-ce que j'ai déserté? Me voici en train de prendre mes responsabilités. Est-ce que j'ai porté un masque? Est-ce que j'ai porté des cagoules? Non. Parce que ce que je dis, je n'appelle pas à la violence. Je n'appelle pas à la désobéissance civile. Je n'appelle pas à la destruction des institutions ou des biens publics. J'appelle à ce que nous appelons le combat des idées et des idéaux. Pourquoi? Pour quel but, in fine? Pourquoi nous voulons faire les États-Unis d'Afrique? Pour en finir avec la barbarie planétaire. Et pour assurer la réconciliation de l'espèce humaine avec elle-même. Donc ça veut dire que nous n'excluons pas qu'un jour, les leucodermes et les mélanodermes puissent s'entendre. Mais ils ne peuvent pas s'entendre sur autre chose que sur la marde. Ce n'est pas avec les guerres saintes, les rébellions, toutes ces choses-là que l'humanité va se faire. Voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui à une décadence de l'humanité. Nous assistons d'abord à la décadence des États-Unis, qui assurent le leadership de ce qu'on appelle le monde libre, qui est en fait le monde de l'oppression planétaire. Et nous voyons l'émergence aujourd'hui de la puissance de la Russie, avec son excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, un homme d'une très haute estime, que également son excellence Hu Jintao. Tous ces gens-là, on les appelle des dictateurs. Mais s'il y a des dictateurs et qu'il n'y a pas de famine, s'il y a des dictateurs et il y a la sécurité, s'il y a des dictateurs, il y a la santé et tout ça, mais pourquoi alors se donner des faux démocrates comme Idriss Déby et tout ça, qui sombrent dans la démocrature? La démocrature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une période de transition en Afrique où, contrairement à ce que Obama est venu dire au Ghana, il y aura l'émergence des hommes forts. Et ces hommes forts, nous les appelons benevolent dictators, c'est-à-dire des dictateurs bienfaiteurs. Ils prendront le pouvoir. Ils ne vont pas voler l'argent du peuple. Ils seront protégés par le peuple. Et ils vont créer les conditions pour que, enfin, nous autres, quand je dis nous autres, je parle des Kémites, pas l'Africain, mais voilà, nous puissions enfin libérer l'Afrique et lui apporter la grandeur d'un continent qui assurera le leadership du monde pendant encore de nombreux millénaires. Voilà ce que nous pensons. Car, comme le disait Walter Benjamin, je cite, c'est par ceux qui n'ont plus d'espoir que l'espoir nous est donné. 8e question. Qu'est-ce que l'Africa... Non, qu'est-ce que l'africologie, évoquée à la page 93, et en quoi cette nouvelle approche théorique peut-elle révolutionner et renouveler entièrement nos connaissances actuelles relatives à l'étude des civilisations du monde noir, Serge Kavi? Non, il faut reprendre, parce que c'est trop haché. Hein? Parce que moi-même, je n'ai pas bien suivi. Il faut reprendre la 8e question. 8e question. Qu'est-ce que l'africologie, page 93, et en quoi cette nouvelle approche théorique peut-elle révolutionner et renouveler entièrement nos connaissances actuelles relatives à l'étude des civilisations du monde noir, Serge Kavi? Merci, frère. Molefi Assanté écrit, page 93, l'africologie est l'étude afrocentrique de concepts, de questionnements et de comportements spécifiques au monde africain, dans la diaspora et sur le continent. Les études africaines et les études africaines-américaines sont essentiellement des études africologiques, c'est-à-dire que les individus qui sont les chercheurs dans des départements et programmes que l'on désigne sous ce nom sont en général
engagés eux-mêmes dans l'étude afrocentrique de concepts, de questionnement et de comportement selon la tradition africaine. Lorsqu'il en est autrement, il n'y a pas d'africologie. Ainsi, l'on pourrait désigner sous le nom d'afrologie ou d'africologie les études africaines et les études africaines-américaines centrées sur le paradigme africain. Nous nous rendons bien sûr compte que cette néologie fonctionne mieux dans les institutions du monde eurocentrique que dans celles du monde afrocentrique, où la racine du mot devrait plutôt dériver d'une langue négro-africaine. Comme le sage Wangi Wagora le dirait, en utilisant nos propres langues, nous n'aurions pas de problème autre que nos propres problèmes. La doctrine, non, le domaine des études africaines et africaines-américaines centrées sur l'africologie ne s'est pas élaboré à partir d'une idéologie dans les années 60. Les analyses que nous faisions alors, en tant qu'étudiants, étaient objectivement justes, mais les solutions que nous proposions étaient souvent fragmentaires, philosophiquement floues. L'absence d'une philosophie achevée, je dirais plutôt parachevée, par une nouvelle logique, un nouveau paradigme, une nouvelle science et rhétorique, nous a condamnés à tenter des expériences qui n'étaient pas les nôtres, islamiques, marxistes, etc. Des expériences de nationalisme européen réactionnaire, de nationalisme petit bourgeois, etc. Les nationalistes systématiques tendaient à se rapprocher de l'école culturalo-historique européenne, car eux au moins comprirent que les études supposaient une perspective particulière, bien qu'ils n'ont jamais été en mesure d'articuler clairement cette perspective. L'afrocentricité représente donc concrètement cette perspective et est, à ce titre, indispensable afin que nous comprenions enfin les études africaines-américaines dans le cadre de l'africologie. Sans afrocentricité, nous n'avons, à propos des Africains et des Africains-américains, qu'une série d'aventures intellectuelles à partir de perspectives strictement européennes. C'est la raison pour laquelle les étudiants des années 60, dans cet extraordinaire moment de pureté intellectuelle qui est demeuré inégalé et inachevé à ce jour, s'en prirent aux professeurs blancs d'études africaines. Ainsi que nous le savons aujourd'hui, leur motif était en soi louable. Ils voulaient avoir une perspective proprement africaine. Ils n'utilisaient pas alors, bien sûr, le mot afrocentricité. Mais leur erreur fut de croire qu'afrocentricité et professeur noir étaient synonymes. Les mécontents qui se plaignaient de l'existence de tels mouvements radicaux se sont placés eux-mêmes en marge de notre histoire. Leur opposition à l'héroïsme académique des étudiants et de certains professeurs progressistes était simplement dictée par la peur d'échouer. L'idée qu'un autre système de référence radicalement nouveau, puisé dans l'expérience propre aux peuples africains, soit possible, leur faisait peur. Et ils s'opposèrent eux-mêmes, contrairement à ce qu'ils proclamaient, à l'émergence de leur propre conscience collective. Ces professeurs noirs démontrèrent ainsi, en fait, combien il était facile à des Africains d'avoir des points de référence eurocentriques pour avoir été formés par les Européens. En fait, ils parlent de Debye et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'africologie, selon Molefi Asante, ne peut pas être enseignée dans des universités fondées par les Européens, avec des programmes européens. Donc, il faut des universités fondées par les Africains, c'est-à-dire des universités afrocentriques, avec des programmes centrés sur notre paradigme africain. Et Molefi Asante a commencé à élaborer ce programme avec ses collaborateurs. C'est à ce titre qu'il a créé une section au Cameroun. Il a créé une section en Côte d'Ivoire qui est en train de créer un temple africain, un temple où on va aller prier. Ils ont créé une section au Ghana, une section un peu partout en Afrique. Même en Europe, il y a la section suisse, il y a la section allemande, il y a la section France, qui est plus ou moins pilotée par un de nos jeunes étudiants, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la deuxième chose que Molefi Asante dit, c'est que, contrairement à certains groupes religieux, il faut que les afrocentriques prennent le pouvoir. Donc, ils doivent prendre le pouvoir économique d'abord. C'est pour ça qu'il a créé un grand
une grande salle aux États-Unis qu'ils ont acheté. Ils ont acheté à Philadelphie. C'est comme ici à Paris. Tu ne verras jamais aucun endroit acheté par des Noirs où on va faire des études. On va manger. On a notre cafétéria, notre restaurant, la cinémathèque, bibliothèque, comment je peux dire, audiothèque, tout ce que vous voulez, médiathèque. Jamais. Et pourtant, on est ici depuis Richelieu et même avant. On était là au moment de l'homme de Grimaldi. Notre échec est devenu même préoccupant. C'est-à-dire notre échec est devenu même préoccupant. Parce que nous mettons en danger les enfants qui vont rester ici. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut reconquérir le pouvoir économique. Les afrocentriques doivent reconquérir le pouvoir économique. Ils doivent reconquérir le pouvoir politique. Pour Molefi Assanté, la Côte d'Ivoire, le Bénin, tous ces pays doivent être dirigés par des afrocentriques. Il faut des mouvements politiques afrocentriques. Oui. Afrocentrique City International a vocation à fédérer tout ça. Enfin, dernière chose que Molefi Assanté dit, c'est nous ne pouvons pas non plus oublier une chose. Beaucoup d'Africains brillants avant nous ont sacrifié leur vie. S'ils n'ont pas réussi, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas plus intelligents que nous. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'amour de l'Afrique. Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas de stratégie. Stratégie proportionnée à l'ampleur du conflit. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire, ce qui se joue actuellement en Centrafrique, ce qui se joue partout, c'est une guerre d'extermination de la race noire. Ce ne sont pas des conflits locaux dictés par l'accès aux ressources. C'est une volonté d'évincer le peuple noir de son continent pour en faire maintenant une nouvelle Amérique, débarrasser des Amérindiens. Donc c'est pour éviter la finalisation de l'Holocauste noir, qui a été toujours leur volonté, leur projet, qu'il faut se mettre dans ce qu'on appelle l'impératif afrocentrique, pour reprendre le titre de Amamazama, notre moment. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut une démarche et un plan d'action. Et cela se limite à 3 points. Construire ou reconstruire. J'appellerais ça la reconstruction. Libérer les énergies dans ce qui est possible, même l'impossible. Montrer aux Africains qu'il n'y a rien d'impossible. Si on est organisé, rien d'impossible. La science la plus importante, c'est la science de l'organisation. C'est cette science que l'Afrique n'a pas aujourd'hui, alors qu'elle avait dans l'Égypte antique. On ne pouvait pas avoir construit des pyramides sur des chantiers gigantesques sans organisation. Le peuple le plus organisé de la Terre est devenu le peuple vulnérable à l'organisation de sa désorganisation, par des forces que ce peuple n'arrive même pas à identifier. Voilà pourquoi nous menons des combats en nous trompant d'ennemis. Nous nous trompons de combat. Nous nous trompons de stratégie. On se trompe de tactique. Plus grave, on se trompe d'ennemis. En RDC aujourd'hui, pour beaucoup, l'ennemi c'est le Tutsi du Rwanda. Ce n'est pas l'Américain qui pille les ressources de la RDC. Allons-nous nous débarrasser de tous les Tutsis? Donc le problème de l'Afrique, c'est ça. Et le dernier point, c'est libérer. Donc reconstruire, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est un vaste champ qui appelle ses bâtisseurs. Cheikh Anta Diop a dit, il faut libérer le bâtisseur d'empire qu'il y a en chaque Afrique. Et l'Afrique deviendra un vaste champ en reconstruction, où nous allons créer des emplois. Parce que la reconstruction de l'Afrique, le nombre de ponts qu'on va faire, le nombre de... Cheikh Anta Diop a appelé ça plan de l'industrialisation de l'Afrique noire. C'est le plan le plus ambitieux jamais conçu par un être humain. Pour l'Afrique.
et pour l'humanité. Parce que si l'Afrique s'industrialise, nous allons sortir les campagnes d'Italie, les campagnes du Portugal, tout ça, du fait qu'ils n'ont pas d'électricité. Nous allons prendre le grand Baradinga, on va électrifier le Portugal et l'Espagne. Et on va leur demander de payer la facture. Parce que tu as beau être mon frère, hein, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Ensuite, libérer les possibilités, c'est-à-dire gérer rationnellement l'effondrement du monde ancien et préparer l'avènement du monde possible. Et ce monde possible nous apparaît aujourd'hui comme impossible. Pourquoi? Parce que l'Européen nous a dit que jamais l'Afrique ne peut être autre chose que ce qu'on appelle ce territoire du désespoir. Voilà ce que l'Européen nous a appris. Et nous y croyons fermement. Et d'ailleurs, le christianisme nous dit, le vrai enjeu n'est pas ici, c'est dans les nuages. Donc, le problème, pourquoi les gens du Vatican, ils ne vont pas dans les nuages? Voilà. Donc, le vrai problème, dit Molefi Assanté, c'est libérer. Ce qu'il faut à l'Afrique, c'est une nouvelle lutte de libération. Et ça comporte un enjeu redoutable. Débarrasser l'Afrique des Africains qui détruisent l'Afrique. Du moins les neutraliser. Les mettre hors d'état de nuire à l'Afrique. Nous appelons ça la 5e colonne. C'est quoi la 5e colonne? C'est tous les nègres qui vivent de la trahison de l'Afrique. Et qui vivent de la division de l'Afrique. Et qui vivent de l'humiliation de l'Afrique. Il y a des Noirs qui vivent de l'humiliation de l'Afrique. Ils sont là, on ne les voit même pas à Château-Rouge. Ils envoient des Mercedes à Rungis pour aller prendre à manger et ramener en Afrique. Ils veulent prendre du croissant. Le croissant qui vient de quoi, ils disent? Paul. Il faut sur les magasins Paul. Sinon, eux, ils ne mangent pas ce croissant. Et ils sont au Bénin actuellement. Des nègres nuisibles. Ce qu'on appelle, effectivement, des folliculaires. C'est quoi des folliculaires? Ce sont des vermines rongeantes et indestructibles qui reviennent toujours et qui naissent de leur propre mort. Des folliculaires. Donc, nous adhérons au projet de Molefi Assanté, cela va sans dire. Je vais même dire ce soir quelque chose. Je me considère moi-même comme un disciple de Molefi Assanté. C'est ça qu'on retiendra demain sur Facebook. On dira que le professeur Kovi, le grand scribe, a dit, depuis Tameri, qu'il était et se considère comme un disciple de Molefi Assanté, théoricien reconnu de l'afrocentricité et de la révolution kémite. Non seulement je me reconnais comme son disciple, non seulement je lui fais allégeance ce soir, publiquement, parce que l'orgueil ne devrait pas être le moteur de nos ambitions, mais je dis ce soir que je me tiens à sa disposition pour donner des cours d'égyptologie à l'université de Temple, même comme visiting professeur, comme professeur visiteur. Le professeur Assanté ne regrettera jamais, parce qu'il ne trouvera pas de meilleur déchiffrage des hiéroglyphes que Kovi récupérait. 9e question, 9e et avant-dernière question. Quelle est la contribution personnelle et substantielle du professeur Assanté à la renaissance kémite, Serge Kovi? Je vais faire 5 affirmations. Et ce sera une réponse concise et précise. La première affirmation, c'est que Molefi Assanté est celui qui a institutionnalisé les études africaines et afro-américaines dans une université qui est réputée maintenant être le temple de la Renaissance africaine. Voilà la première affirmation. Deuxièmement, Molefi Assanté, depuis Dabais, est l'Africain américain qui a produit le plus d'ouvrages de référence sur la Renaissance africaine. Ouvrages
dans lesquels il a thématisé, renouvelé et bonifié le paradigme africain. Parce que ces ouvrages sont toujours des réponses aux questions africaines non résolues par ceux qui nous ont précédés. Tant s'en faudrait que Molefi Assanté écrive des livres pour enfoncer des portes ouvertes. C'est tout simplement quelqu'un qui fait partie de la catégorie des intellectuels démiurgiques, qui innovent. Et à partir de là, ils ouvrent de nouveaux champs possibles à la recherche. Troisième affirmation, Molefi Assanté est un des seuls intellectuels engagés dans le sens où il prend position dans les luttes politiques, sociales que mène son peuple pour son émancipation. C'est ainsi qu'il a pris position sur la Côte d'Ivoire. Il a non seulement pris position sur la Côte d'Ivoire, mais il a dit que ceux qui dirigent actuellement la Côte d'Ivoire ne sont pas des gens qui sont dans la perspective afrocentrique. Ce sont des mercenaires qui travaillent pour ceux qui pillent et ruinent l'Afrique. Et c'est en cela que même s'il n'est pas parfait, Gbagbo était meilleur. Parce qu'avec Gbagbo, il y avait au moins l'ambition de sortir l'Afrique de ce qu'on appelle l'indignité. Hein? Et ce que j'appelle aussi, c'est très difficile de parler, de dire certaines choses, surtout au terme du live comme ça, là, mais de sortir de l'Afrique du larbinisme. Le larbinisme, c'est des larbins. Et j'ai pris position moi-même, non pas en tant que pro-Gbagbo, mais par défenseur de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Car la souveraineté de la Côte d'Ivoire, considérée comme verrou stratégique, c'est la seule condition pour créer un marché africain entièrement contrôlé par les Africains, où circuleront les hommes, où circuleront les idées, les produits, et tout ce que vous pouvez, même les rêves, hein, eh bien, entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale. Il suffit que la Côte d'Ivoire soit libérée et se mette avec le Ghana. Que le Nigeria soit libéré et se mette avec le Cameroun. Et on est aux portes de l'Afrique du Sud. Telle est l'ambition. Il ne s'agit pas de défendre Gbagbo. Encore que Gbagbo soit défendable. Soit défendable. Parce qu'il aurait pu fuir quand on bombardait. On lui a même dit, il y a un hélicoptère. Hein? On va te donner des milliards. Et tu vas partir. Et tu laisses Ouattara piller le pays. Et Gbagbo a dit, je vais mourir au milieu de mon peuple. On ne va pas bombarder mon peuple. Il ne sera jamais dit que Gbagbo a été un président qui a fui. Avec l'argent. Jamais. Et sa femme a dit, je vais mourir avec toi. Et son fils, Michel Gbagbo, a dit, je vais mourir avec toi. Sa mère, qui est décédée depuis, maman Marguerite Gado, paix à son âme, a dit la même chose. C'est parce que certains Africains sont porteurs de dignité que nous avons encore l'espoir. Et nous avons encore la tête haute. Hein? S'il s'agissait de larbin là, comme Sassou Nguesso, on ferait comment? Donc, à partir de ce moment-là, nous disons ceci. Et ce sera la dernière phrase concernant cette question, précisément. Molefi Assanté est non seulement engagé pour le panafricanisme afrocentrique, mais Molefi Assanté est aussi celui qui veut créer maintenant pour tous les Noirs. Celui qui est membre, c'est pas qui veut créer, il est membre de l'Association internationale des afro-défendants d'Amérique et de la Caraïbe. Et le président Rawlings du Ghana est vice-président. Molefi Assanté est dans le comité directeur. Ça veut dire que les afro-descendants du Brésil, de Colombie, de partout, sont mobilisés aujourd'hui pour dire qu'il faut faire des tests ADN pour que chacun retourne en Afrique, reconstruire l'Afrique. Ça, c'est Molefi Assanté. Que puis-je dire de plus? Sinon, qu'il mérite la médaille d'or de la recherche panafricaine. Et un jour, une de mes plus grandes ambitions va se réaliser. Laquelle? Il faudra créer une académie panafricaine des sciences, des lettres et des arts. Que nous appelons appeler Cheikh Anta Diop. Et j'aimerais bien, si cela se crée de mon vivant,
que Molefi Assanté soit le directeur de cette académie. Il le mérite pour tout ce qu'il a laissé pour l'Afrique, pour toutes les espérances qu'il a semées, pour toute la semence qu'il a fait naître. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de récolter les fruits que Molefi Assanté a semés. 10e et dernière question. À titre personnel, quelle leçon majeure tirez-vous de votre lecture méthodique de l'ouvrage majeur du professeur Molefi Assanté intitulé « L'afrocentricité, la théorie du changement social » Serge Kovy. Il est évident que Molefi Assanté voit le monde à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui une hyperpuissance du monde. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique où il est né. Mais Molefi Assanté considère que le centre du monde, c'est l'Afrique. Donc il y a une perspective qui est une perspective louvoyante et une perspective qui est une perspective éclairante. Voir le monde au-dessus, à la pointe et au sommet du Kilimandjaro est quand même meilleur que voir le monde au sommet des Alpes. Donc Molefi Assanté veut nous redonner cette vision panoramique. Il va nous permettre de balayer ce qui se passe en Asie, c'est-à-dire le sort réservé aux Noirs en Asie. Ce qui se passe en Océanie, le sort réservé aux Noirs en Océanie. Ce qui se passe en Europe, notre lieu de calvaire, où l'Africain est condamné à être partout un citoyen entièrement à part, jamais un citoyen à part entière. Bien sûr, l'Océanie. Mais il voit d'abord le monde à partir des États-Unis. Et en voyant le monde à travers des États-Unis, il est témoin du déclin des États-Unis. Les États-Unis sont en déclin. Pourquoi? Parce que les WAPs, White Anglo-Saxons protestants, sont aujourd'hui une minorité. Deuxièmement, c'est parmi eux qu'il y a le moins de gens qui font des enfants. Parce que c'est, vous allez à San Francisco, c'est la ville des homosexuels. Donc, c'est à partir de San Francisco qu'il y a l'international des homosexuels qui fait une offensive vers l'Afrique pour dire que si vous n'acceptez pas le mariage pour tous, nous allons vous priver d'argent. Ils croient qu'ils sont les seuls à avoir l'argent. La Chine n'a pas l'argent. Ensuite, les États-Unis sont le seul pays où, après qu'un noir ait été président, beaucoup me disent qu'il est métis. Il n'y a pas de métis. Tous les métis sont pour moi des kémites, des nègres. Pourquoi ils sont des nègres? Parce que les blancs ne les reconnaîtront jamais comme blancs. Nous sommes les seuls à leur dire, votre place se trouve chez nous. Mais ils ont le fesse entre deux chaises. Et ils ont tendance à faire chaque fois des chutes. Hein? Et ils se lèvent en disant que leurs fêtes sont douloureuses. Hein? Je dis, tu mériterais une bonne fessée. Je t'ai dit, mets-toi sur cette chaise. Ton avenir est en Afrique. Pourquoi tu joues au cul-de-jack? Et nous disons que, effectivement, le président noir, c'est pas un métis, a fait 2 mandats. Et la situation des Noirs ne s'est pas améliorée aux États-Unis. Elle s'est même aggravée. C'est sous son mandat qu'il y a eu le plus de bavures policières. Quand on dit bavure, c'est 1 fois, 2 fois. Quand c'est 1000 fois, ce n'est plus une bavure. C'est un assassinat programmé par la police.
Et aucun policier n'a été jugé. Meurtrier de Noirs. Aucun. Sous son mandat. Ensuite, il a servi le lobby de l'armement. Parce qu'il fallait beaucoup d'armes pour entretenir les rébellions en Afrique. Obama, contre l'avis de sa femme, n'a pas fait un programme social pour les Noirs. Parce qu'il était conseillé par des Juifs, comme Axelrod et Plouffe, qui eux servaient leur communauté. Donc ça a entraîné quoi? On a ramené au pouvoir, après lui, Trump Donald. Qui est Trump? Trump est un descendant d'un Allemand qui a tiré toute sa fortune de l'apartheid et de l'exploitation des Haïtiens. Et il a dit qu'il est en même temps suprémaciste blanc, c'est-à-dire nazi. Le père de Trump. Le grand-père de Trump. Je ne vous dis même pas qui il était. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui on s'étonne que Trump fasse ce qu'il fait? Parce qu'eux, ils ne sont pas comme nous. Eux, ils ne vont pas au pouvoir pour servir d'autres intérêts que ceux de leur communauté. Les Israéliens ont infiltré dans la famille de Trump un des plus grands orthodoxes juifs sionistes. C'est le mari de la fille de Trump. Il a converti la fille de Trump au judaïsme. Et il a voulu convertir Trump. Trump a dit non! J'ai pas besoin. Je suis milliardaire. Et ce que je veux dire, que chacun comprenne. Trump a été mandaté pour sortir les Blancs de la pauvreté. La pauvreté est un fléau pour les Blancs. Qui est-ce qui travaille? Les Latinos, les Noirs, c'est-à-dire les minorités qui sont en fait une majorité maintenant. Les Blancs ne veulent pas travailler. Ils veulent boire du whisky. Ils veulent rester là à jouer au shérif, hein, et à insulter les Noirs du matin au soir. Donc ils sont devenus pauvres. Et depuis que les Blancs sont devenus pauvres, les Blancs se cachent pour aller nettoyer les maisons des Noirs. Parce qu'ils ne veulent pas que d'autres Blancs les voient. Donc ils nettoient la nuit. Et les Noirs leur jettent $80. Prends! Et Trump n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que Trump a fait? Il a dit, durant mon premier mandat, je vais prendre de l'argent sur l'argent qui allait dans l'OTAN, là, pour faire les guerres de la France, les guerres des autres pays, là, les guerres de la Turquie, tout ça, cet argent-là, je vais prendre pour permettre aux Blancs d'accéder à la propriété, l'immobilier. D'autant plus qu'ils ont été escroqués par Madoff. Ensuite, Trump dit, je vais armer les États-Unis. Parce que les États-Unis vont faire la guerre. Et cette guerre n'aura pas lieu entre armées conventionnelles. Parce qu'on a l'arme nucléaire. Ils vont raser les États-Unis. La Russie va raser les États-Unis. La Russie a des missiles nucléaires, à tête nucléaire, de portée de 8000 km. Et en une fraction de 10 minutes, Washington est rasé. Donc on ne va pas faire cette guerre. Ce serait suicidaire, une guerre nucléaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une guerre par rébellion interposée. Et on va la faire en Afrique. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est tout simplement ce qu'on appelle, ils ont mis un bleu de chauffeur pour s'entraîner avant d'aller en Afrique. Ce qui se passe actuellement dans le Golfe, le détroit d'Ormuz, relève de la même logique. Pourquoi ils sont en train de massacrer le peuple du Yémen? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a envoyé des armes pour détruire un site de production de pétrole en Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, le prince Salman, a demandé à Trump de bombarder l'Iran. Et Trump a dit, si je bombarde l'Iran, la Russie va prendre tout le pétrole. La Russie, là,
Poutine va prendre tout. Parce qu'il n'y a pas que les gardiens de la révolution, les passes d'Aran en Iran. Il y a 4000 instructeurs militaires dans les élites militaires de l'armée russe. Mais alors, attaque alors le Venezuela. Le Venezuela est le premier producteur mondial du pétrole. Donc, ils ont dit, il y a un président qui n'a jamais été élu, qui dit que c'est lui. Trump a envoyé, non, Poutine a envoyé 5000 personnes. Et le président en question, on ne sait pas où il est maintenant. En tout cas, il ne fait plus de bruit. Par contre, ceux qui étaient avec lui, on leur a augmenté leur salaire. Et ils disent tous qu'eux, ils connaissent que Maduro maintenant. De la même façon, ils ont fait la guerre en Syrie. Parce que la Syrie sera 3e producteur mondial de pétrole. Et le Burkina sera 4e. Le Burkina sera producteur avant le Nigeria. C'est des gisements dont nous avons les résultats déjà. Shell, Total, se battent pour prendre ça. Et le président du Burkina actuel, Kaboré, il a dit si les Chinois donnent des conditions favorables, je vais avec eux. Donc, il y a des rebelles qui attaquent son pays. Et on dit, il faut qu'ils attaquent pour aller jusqu'à la frontière du Ghana. Comme ça, ils portent la guerre au Ghana. Comme le Ghana prétend faire Back to Africa. Donc, aujourd'hui, il se passe quelque chose en Afrique que les Africains ne voient pas venir. Ça s'appelle, pour les gens qui sont dans le langage acceptable, ça s'appelle la nouvelle guerre froide. Mais les gens qui disent la vérité, qui sont des analystes géostratégiques, comme Fukuyama et ses disciples, eux, ils disent la 3e guerre mondiale asymétrique aura lieu en Afrique. Elle a déjà commencé. Elle a commencé par quoi? Elle a commencé par l'intervention de la Chine, qui a porté d'abord la guerre sur le terrain économique et qui est en train de chasser la France de son précaré. Et la France fuit pour aller maintenant au Nigeria. Macron dit qu'il aime les anglophones maintenant. Tout ça. Et nous suivons ça avec beaucoup d'intérêt. Cette fuite en avant de la France va mener où? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, le problème de fond aujourd'hui est le suivant. Molefi Assanté était aussi un analyste géopolitique. Il y a très peu. À la page 145, je vais conclure. Il écrit: nous sommes conscients de la direction sociale et politique vers laquelle cette nation, les États-Unis et le monde tendent. Nous savons parfaitement que le blanc riche ne fait pas confiance aux blancs pauvres. Et nous savons aussi que les blancs pauvres se démènent en permanence afin de cacher leurs origines sociales dont ils ont honte. Mais ce n'est pas là notre problème de façon tangente. Nous sommes plutôt affectés par les débats et autres actions menées par les blancs riches pour frustrer les blancs pauvres. Mais notre problème n'est pas prioritairement celui-là. La question de la classe sociale n'intervient que lorsqu'elle est ajoutée à la satisfaction de la minorité blanche dans un pays gouverné par les blancs. Dans la mesure où nous sommes entourés par ces styles culturels blancs et n'avons pas encore été submergés, nous sommes conscients des types de communication et de comportements sociaux des blancs, bien que nous n'adoptions pas ces comportements. L'utilisation des termes erronés tels que minorité, standard, loi de la nature, contrôle de la qualité, contrôle de la natalité, dans un contexte de conflit interracial exacerbé, reflète un parti pris que l'on rencontre souvent dans le langage des Blancs. Ce n'est pas exagéré que de dire qu'une analyse du langage qui tient lieu de communication pour les Blancs nous a permis de prédire l'orientation de la politique nationale des États-Unis. La politique américaine est une politique basée uniquement sur l'argent. Et l'argent détermine ce que sera discuté en public et ce qui ne le sera pas.
ou ce qui ne le sera pas du tout. Aux États-Unis, les remparts inexpugnables de la race dictent le contrôle de l'économie par les anglo-saxons. Ceci est une différence notable entre la richesse anglo-saxonne et la richesse non anglo-saxonne. Le juif riche, propriétaire de grands magasins et à la tête d'un empire médiatique, ne peut que très rarement s'asseoir à la même table, c'est-à-dire faire partie des mêmes cercles sociaux ou jouir des mêmes symboles statutaires que l'anglo-saxon riche met en avant au nom de la démocratie à l'américaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains sont sensibles à ce qu'on appelle le discours explicite. Le discours explicite est un discours de dissimulation. Les véritables objectifs poursuivis. Il y a le discours implicite. Le discours implicite, c'est quoi? C'est le discours de ce qu'il est permis de dire en public. Mais ce qu'il ne faut pas dire pour éviter que le public ne sache quelle est votre véritable intention. Et le discours, le dernier, c'est ce qu'on ne dit pas du tout. C'est ce qu'on appelle la sémiologie du silence. Parce que quand on dit rien, pendant ce temps, on vous écoute. Donc nous, on dit tout. On va libérer l'Afrique. Hein? Et on va faire en sorte que tel pays qui est dominé en Afrique puisse s'opposer à ceux qui le dominent. Mais ceux qui le dominent, ils utilisent des armes. Donc ça veut dire que si vous étiez conséquent, vous alliez parler de lutte armée. Mais comment peut-on parler de lutte armée quand on n'a pas d'armes et qu'on ne fabrique pas d'armes? Donc le blanc, il ne parle pas et il nous fait parler. C'est ça qu'on appelle les forums africains, les forums africains-américains, les colloques, même les conférences comme Covid. Les conférences, c'est la marque de fabrique des impuissants. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de présulation réelle. Molefi Asante demande donc pour des raisons stratégiques, notre plan d'action dans le futur soit entouré par le silence. Nous n'avons pas à dire dans des salles qui sont sonorisées, enregistrées, de quoi sera fait demain. Quelle est notre feuille de route pour l'avenir? Voilà donc ce qu'il convenait de dire ce soir, en réitérant notre admiration pour le travail effectué par tous ces Africains-Américains que nous avons utilisés dans les lives, afin quand même de sortir les autres Africains restés sur le continent de ce qu'on appelle la désinformation organisée. Et cela nous amène à faire un lien entre Molefi Asante et nous-mêmes. Molefi Asante dit « I am myself Ethiopian », c'est-à-dire la perspective de Diop. C'est de ça que je me réclame avant tout. Quelle est la perspective de Diop? La perspective de Diop, c'est d'abord l'affirmation que renaissance africaine rime avec retour vers les humanités classiques égypto-nubiennes. Donc ce que Moussa Lam appelait on est en perdition, eh bien on revient en arrière pour emprunter le chemin du Nil. Le chemin du Nil. Et le chemin du Nil mène où? Mène vers ce qu'on appelle le patrimoine scientifique, ancestral, spirituel, économique, politique de nos ancêtres. C'est à partir de la connaissance de ça qu'on peut s'éloigner des anti-modèles et des faux modèles. Et à partir de là maintenant, on peut concevoir ce qu'on appelle un sursaut collectif, un nouvel envol du faucon Bic, parce que c'est le vrai nom du faucon. Ce n'est pas Horus. Horus, ça veut dire celui qui se déploie dans les airs. Biko, comme Steve Biko, c'est ça qu'on appelle le faucon. Le faucon doit déployer ses ailes et aller vers de nouveaux horizons. Pour ce faire, le retour vers l'Égypte est indispensable. C'est ainsi que notre maître, à tous, Cheikh Anta Diop, nous disait de partir à la reconquête de la vallée du Nil. Il le disait dans Antériorité des civilisations nègres
Mythe ou vérité historique, paru en 1967 aux éditions Présence africaine. Le maître disait: aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sache chez lui, il n'y a point de dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres. Autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive libre mourir, nous vaincrons. Hotep. Hotep. Merci d'avoir été en notre compagnie pour ce 46e live qui nous a donné l'occasion de traiter de l'ouvrage de Molefi Kete Asante, à savoir l'afrocentricité, la théorie du changement social. En 10 questions, comme vous venez de le suivre, le Sèche-Covid nous a éclairé sur de très nombreux points. Et bien sûr, nous vous invitons à découvrir l'ouvrage qui est disponible à la librairie Taméry, qui se trouve au 19 rue du Chalet, dans le 10e arrondissement. Nous sommes joignables au téléphone sur le 06 10 82 29 18. Et vous pouvez nous joindre aussi par mail sur tamery75@aol.com. Notre programmation de conférences et de rencontres est disponible sur notre compte Facebook, Taméry Sematawi, ou sur notre compte, sur notre page Facebook, Taméry Sematawi Ndjewuti. Ce programme de live vous a été proposé conjointement sur notre compte Facebook Taméry Sematawi et sur notre compte YouTube Taméry Sematawi Mahat. Nous vous invitons donc à vous y reporter pour suivre la 50aine de live que nous avons mis en ligne en compagnie du Sèche-Covid Rek Miret, dont nous saluons les lumières et remercions la compagnie. La semaine ne fait que commencer pour nous tous et je voudrais redonner la parole au Sèche-Covid afin qu'il nous présente ce qu'il nous prévoit pour la semaine et certainement pour le week-end. Sèche-Covid, qu'est-ce qu'il y a en vue pour les nombreuses personnes qui voudraient bénéficier de ton enseignement? Je voudrais profiter de cette sollicitation pour saluer la récente mise au point faite par Bandakani. Et Bandakani, effectivement, sur Afrique Média, a longuement cité Cheikh Anta Diop. Donc nous pensons que l'évolution actuelle de Bandakani est extrêmement prometteuse et nécessite que nous l'encourageons. Donc franchement, mon frère Bandakani, si tu m'écoutes ce soir, je sais que tu m'écoutes souvent. Sache que je suis très fier de toi. Et s'il est arrivé dans le passé que contre ma propre volonté, je t'ai offensé, sache que
ceci n'était que l'expression de mon extrême sympathie pour ta propre personne. C'est la raison pour laquelle je ferai le grand oral panafricain pour la Renaissance kémique mercredi. J'avais dit que j'allais surseoir, mais je ferai compte tenu de l'importance du thème. Et le thème, c'est le shintoïsme. Le shintoïsme qui a été introduit au Japon par les premiers habitants du Japon, qui n'étaient pas des Asiatiques, mais qu'on appelle les Aïnous. Les Aïnous. Et ces gens étaient des Noirs, avant le métissage de leurs descendants actuels. Donc je vais montrer les photos. Donc j'expliquerai 4 points durs. Je vais élucider 4 points durs. Pour la première fois. Pour la première fois. Car je suis l'homme des premières fois. Le premier point dur, c'est quelle est la migration qui a emmené les Aïnous au Japon? Ils venaient d'où? Exactement. Et comment ont-ils fait pour s'installer au Japon actuel? C'est le premier point. C'est-à-dire l'origine des Aïnous et les jalons migratoires qui les ont emmenés dans le pays des Nippons. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est quelle était leur spiritualité? Quelle était leur spiritualité? Est-ce que leur spiritualité se confond avec ce que nous appelons actuellement shintoïste? Ou est-ce que c'était une spiritualité proprement africaine? Et quelles sont les preuves dont nous disposons et qui ne peuvent pas être contestées sur la base de la documentation scientifique? Donc ce que je vais affirmer, c'est pas seulement l'origine africaine des Aïnous, mais aussi l'origine de leur spiritualité. Elle est africaine. Troisièmement, comment sont apparus les peuples qui ressemblent actuellement aux Japonais qu'on appelle les Mongoloïdes, que nous on appelle des centaudermes? Comment ils sont apparus? Je vais montrer aussi les premiers Asiatiques. Ils étaient tout noirs, plus noirs que moi, mais ils avaient les yeux bridés, comme des Chinois. On les appelait les négritos. Il y en a encore dans les montagnes des Philippines, après qu'on a exterminé leurs frères. Et ces gens, ce sont eux qui sont partis en Mongolie, dans la région des steppes les plus froides, et ont changé de peau pour devenir les Japonais qu'on voit actuellement. Qui le dit? Les Japonais eux-mêmes. Mais ils le disent à partir de quoi? Ils disent ce sont ces Noirs-là qui nous ont légué les arts martiaux et les arts guerriers. Voilà pourquoi, pour qu'un samouraï soit brave, il faut qu'il ait du sang noir. Les géants noirs, c'était des Asiatiques qui étaient géants comme les gens qui font du judo là. Les Yamashita et des gens comme ça. C'est-à-dire les gens que terrasse Teddy Riner. Teddy Riner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens que vous appelez aujourd'hui japonais, les descendants de l'empereur Mushuhito, celui-là même qui a mis au pas les féodalités nippones qu'on appelle les shoguns à l'ère Meiji, et qui a modernisé le Japon. Car chaque peuple doit avoir sa modernité endogène à partir de son propre modèle.
Le modèle japonais n'est pas concevoir sans l'apport des Noirs. N'est pas concevable sans l'apport des Noirs. C'est ça qu'on cache aussi. Et il y a un professeur qui n'a pas caché, que Cheikh Anta Diop a rencontré. C'est un savant japonais qui s'appelait Nobuo Takano. Le professeur Takano. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le shintoïsme est tout simplement une récupération de la religion des Aïnous avec l'apport de quelques rites des steppes de Mongolie que les peuples centenaires ont ramené. C'est ça le shintoïsme. Lorsqu'on a intronisé l'empereur du Japon là, il avait quelque chose sur la tête. Ce qu'il avait sur la tête là, c'est ça que les pharaons portent sur la tête. Reprenez les images. Vous allez voir. Les pharaons portent sur la tête le trône. Or le trône, c'est Isis en fait. Le mot trône veut dire Isis. Aïsatu, Aïsata. C'est ça que les Japonais prennent, les empereurs. Le dernier empereur, là, on vient de l'introniser. Il a porté ça en public avec ça, l'impératrice. Et il a fait des rites africains. Sinon, ne me dites même plus bonjour. Le quatrième point est le suivant. Qu'est-ce qui a permis au Japon, qui n'a pas de ressources? Le Japon n'a pas de pétrole. Le Japon n'a pas de gaz naturel. Le Japon n'a pas d'or. Le Japon n'a pas d'être 5e puissance du monde. Qu'est-ce qui a permis? Le shintoïsme. Un. Deuxièmement, l'art de la guerre. Ils ont même attaqué Pearl Harbor. Et beaucoup de Japonais jetaient leurs avions comme cible sur les cibles américaines. Ça s'appelle les kamikazes. C'est un mot japonais. Ils ont même leur mafia. Donc je vais donner le nom. La mafia japonaise contrôle le palais de l'empereur. Ils ont leurs représentants là-dedans. Et donc, je dis que les peuples qui arrivent à faire face sont des peuples qui n'ont pas renié leur spiritualité. Qui ajoutent à leur spiritualité le fait qu'ils ont des castes de guerriers. Et c'est nous qui leur avons donné les arts guerriers et les arts martiaux. Car c'était nous les samouraïs noirs. Troisièmement, ce sont des peuples qui produisent ce qu'ils consomment et consomment ce qu'ils produisent. Ils n'ont pas une économie extravertie. Et leurs riches ont obligation de répartir la fortune, leur fortune, parce que c'est le shintoïsme qui les existe, auprès des pauvres. Au Japon, il n'y a pas de pauvres. C'est une obligation. Dernière chose, l'éducation du japonais, c'est l'éducation d'un empereur. Un enfant japonais, on l'appelle le petit empereur. Donc leur système éducatif est un système qui crée chez les gens un esprit de noblesse, un esprit aristocratique, un esprit conquérant. C'est de ça que je vais parler. Pendant des heures, là, l'armée ne sera pas là. Je serai seul. Face à mon destin. Le samedi 9 novembre, je demande à tous les Africains de se mettre à ma disposition. Car ils n'auront plus cette occasion. Un jour. De quoi je vais leur parler en résumé? 2 mots. Le peuple le plus avancé dans le domaine de la science, dont l'épicentre est la cosmologie, dans le monde entier, c'est les Dogons. Les Dogons étaient plus avancés que les anciens Égyptiens. En astronomie, par exemple. Les Dogons. Ensuite, le peuple qui a, jusqu'à présent, la meilleure connaissance des rites qui permettent de vivre ensemble. Le peuple chez qui les femmes jouissent de la meilleure condition. Parce qu'elles sont au sommet de la société. Dans toute l'Afrique aujourd'hui.
le peuple qui a mis les sages au-dessus de tous. Et les paysans sont les sages. Les paysans sont les savants. Les paysans sont les femmes. Je vais citer le nom des femmes qui étaient à la pointe de la science dans le monde. Chez les Dogons. C'est les Dogons. Enfin, le peuple qui n'a jamais été islamisé, qui n'a jamais été christianisé, qui n'a jamais été judaïsé, rien du tout, c'est les Dogons. Que disent les Dogons? Les Dogons disent que l'univers ressemble en fait à la clé de vie, qui est en même temps une clé de voûte, qui ressemble à Ankh. Les Dogons appellent ça Adunokine. Adunokine dans la langue. L'univers est composé de plusieurs hémisphères. Il y a un hémisphère qui est contrôlé par les forces du désordre, commandé par le renard pâle, Yurugu. Et il y a un univers qui est contrôlé par les forces de l'ordre et de l'équilibre, qui est contrôlé par Ama. Donc, les forces du désordre et les forces de l'ordre procèdent d'une même énergie. Cette énergie-là s'appelle tout simplement le noyau spiralé du cosmos. Donc les Dogons connaissaient ce qu'ils appellent le moniteur de l'univers. Et le moniteur de l'univers, je suis en train de dire ici ce que les gens savent en général. Les gens savent en général, nous résumons en fait. Donc, dans chaque partie du ciel, il y a des entités qui viennent de l'hémisphère de Yurugu et de l'hémisphère de Ama. L'hémisphère sud, région du désordre par excellence, comprend les Pléiades, le bouclier d'Orion, Jupiter, Vénus et 4 autres astres, notamment Yapunum, Tolo, étoile de la femme en menstru, Vénus en Occident. Atanou, les 3, littéralement, nous on dit Aton, eux ils disent Atanou, les 3, bouclier d'Orion, où réside l'arche du monde, contenant d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. C'est cette arche du monde que les Juifs cherchent, qu'ils appellent l'arche de l'Alliance. Il n'y a que 3 peuples qui les ont. Il y a les Dogons, il y a les Éthiopiens, Falasha. Et il y a effectivement les peuples du Congo. Ouais, les peuples du Congo. C'est la confrérie des dompteurs de léopards. Ok. Danatolo, c'est l'étoile de la chasse, l'étoile du chasseur. C'est Jupiter. Les ols en file indienne descendent et on les voit descendre de l'arche du monde sur terre, précédés et suivis par le couple de moniteurs. L'étoile Tono Diuno, les Pléiades, c'est un cercle, c'est des hiéroglyphes. Hein? C'est un cercle, vous ne voyez pas ici, qui contient un point central, le point vers le noyau, entouré de 6 autres points plus petits. La boule du monde et le noyau central se détachent et germinent. Toloyazu, c'est l'étoile Vénus à l'est. Vénus en Orient est représentée par un cercle. Vénus au zénith par 4 cercles plus petits, disposés dans le prolongement de 2 diamètres perpendiculaires. Le grand cercle rappelle l'arche du monde lui-même et les 4 autres l'éparpillement des êtres aux 4 points cardinaux. L'hémisphère nord, région de l'ordre, comporte une seule constellation de 6 étoiles dont la principale est Adunogiri, c'est-à-dire l'œil du monde. En fait, nous appelons ça en Égypte l'œil d'Horus. Les 5 autres étoiles font partie de la grande ours. Donc, quand on parle des étoiles, c'est parce que tout se joue au niveau du règne astral. C'est à partir du règne astral que le règne animal fonctionne. Ou plutôt les énergies qui font fonctionner les animaux, les insectes, les lions, les félins, les êtres humains. Ces énergies-là viennent du ciel.
C'est ce que disent aussi les Zoulous. Ces énergies sont liées aux comètes, aux planètes. C'est de ça que parle par exemple le zodiaque de Dendera. Et aussi le règne végétal. Le règne végétal tient sa vitalité de ce qu'on vient de mettre en place à partir de l'arche du monde. Mais l'arche du monde lui-même est sorti du nomo. Nomo, ça veut dire nous, c'est-à-dire le nous, les eaux du nous. Nous, ça veut dire les eaux. Nous, c'est le nous. Donc le problème, c'est comment le règne minéral, le règne animal, le règne végétal sont en interaction. Pendant que l'énergie, sans jamais se perdre, se transforme. Et en se transforme, il se régénère. C'est pour ça que les hommes naissent, sont jeunes, ont la maturité et ensuite vieillissent. C'est quand les hommes vieillissent qu'ils sont vraiment jeunes. Car c'est le sommet de la sagesse. Eh bien, je vais parler de ça quand je vais parler seul avec des hiéroglyphes de Gond. Pendant des heures. Au tableau sans aucune note. Cette conférence s'intitule comment? Je cite. Narmer va entendre. Cela, il est un peu fatigué. La puissance de la science et la science de la puissance. D'après la cosmologie des Dogons des falaises de Bandiagara. Je répète. Je répète. La mer, je crois que tu as apprécié ce titre-là. La puissance de la science et la science de la puissance. D'après la cosmologie des Dogons des falaises de Bandiagara. Je serais presque tenté de commenter en disant que vous contemplerez également ma puissance ce jour-là. Ensuite, dimanche 10 novembre, j'inaugure un live, un nouveau type de live, que j'intitule Les grandes œuvres d'éternité de la Renaissance kémite. Je vais commencer par la grande œuvre d'éternité qu'est l'écriture hiéroglyphique que nos ancêtres nous ont laissée. Donc ça veut dire que pendant 5 heures, je vais déchiffrer les hiéroglyphes et tous les noirs vont lire. Tous les noirs qui sont en train de regarder de là où ils regardent vont lire les hiéroglyphes. Si à l'issue de ma démonstration, ils ne comprennent pas comment fonctionne la lecture des hiéroglyphes, Narmer n'a qu'à me licencier. Parce que ça veut dire que je n'ai pas ma place. Et c'est ce jour-là que je vais montrer que je suis le meilleur lecteur de hiéroglyphes au monde. Car ce que je vais faire, c'est inédit. Et le thème, c'est quoi? L'écriture hiéroglyphique de Kemet, déchiffrée par les scribes hiérogrammates, Cheikh Anta Diop et Mwene Nzale Obenga. Je répète, l'écriture hiéroglyphique de Kemet, déchiffrée par les scribes hiérogrammates, Cheikh Anta Diop et Mwene Nzale Obenga. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, qui me présente comme le meilleur lecteur des hiéroglyphes, c'est pour ça qu'on m'appelle Masech Nesou. Ça veut dire le véritable scribe royal Kovi Rekmir. Moi qui prétends cela. Je tiens cette science de qui? Est-ce que je suis un disciple de Champollion? Est-ce que je suis un disciple de Gardiner? Est-ce que je suis un disciple de Leclin? Est-ce que je suis un disciple de Sonneron? Est-ce que je suis un disciple de Wallis Bench? Non.
Je suis un disciple de qui? De... Ouais. Cheikh Anta Diop et Mwene Nzale Obenga. Donc ça suffit. Il suffit que je dise que je suis disciple de ces deux-là. Et personne ne peut douter de mes compétences. Donc ce qui va se passer ce jour-là, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, les Noirs qui n'ont jamais lu les hiéroglyphes vont lire les stèles en direct. C'est la magie de Covid. En direct. Je voudrais donc dire à Narmer que la confiance qu'il m'a faite est aujourd'hui une sorte de pari sur l'avenir. La formation des futurs formateurs qui vont former les libérateurs de l'Afrique. Elle procédera de cette école, de celle de Cheikh Anta Diop et Obenga, qui sera relayée bien sûr par leur héritier putatif, Kovirek Miret, qui dit cela sur la base de ses compétences propres. Et comme on dit souvent, le message qu'un homme porte en lui dépend de la connaissance qu'il a de ses propres limites. Et je voudrais faire un aveu ce soir. J'ai beau chercher, je n'ai pas encore vu mes limites. Je crois que je n'ai pas de limites. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui se trouvent dans cette salle. Il y a un frère de combat, une sœur, et il y a surtout celui qui s'occupe de la technique et qui, de ce fait, parfois, est un peu l'objet de notre vindicte amicale, à savoir le frère de combat Zafio, auquel je réitère mon soutien et mon affection. Et je voudrais bien entendu dire que rendez-vous mercredi à partir de 21h. Parce qu'il faut mettre ça à 21h pour permettre à tous ceux qui sont encore au boulot d'aller à la maison pour pouvoir suivre les cours que je vais donner en direct sur le shintoïsme. Le shintoïsme. Voilà. Et le week-end, mais ma foi, nous vous préciserons la date. Vous l'avez déjà, mais surtout le lieu de la manifestation, parce qu'au vu des thèmes, il risque d'y avoir une influence. Et nous allons remettre entre les mains du grand ordonnateur Narmer le soin de trouver la solution à ce problème qui n'en est pas un quant au fond. Ok. Merci Serge Kovi de ces précisions qui nous permettent de noter les 3 programmes de la suite de la semaine. Le mercredi sur le shintoïsme, dans la suite des grands taureaux panafricains pour la Renaissance kémite. Le samedi, une conférence, la puissance de la science et la science de la puissance, d'après la cosmologie des Dogons, des falaises de Bandiagara. Là, c'est le samedi. Et le dimanche, ce serait un nouveau format, disons, de live, portant sur les grandes œuvres d'éternité de la Renaissance kémite. Et le thème de ce jour sera l'écriture hiéroglyphique de Kemet déchiffrée par les scribes hiérogrammates, Cheikh Anta Diop et Mwene Nzale Obenga. En tout cas, nous voulons vous remercier d'avoir été en notre compagnie et nous vous disons Matondo. 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 Je précise, après avoir dit Matondo, que la séance de dimanche sera en fait une conférence. Conférence live. Donc les gens vont lire les stèles dans la salle. Et ceux qui sont derrière l'écran vont lire aussi les stèles depuis Haïti, le Bénin, tout ça. Parce que je vais faire une sorte de... comment on appelle ça, de festin des scribes.
On va faire le festin des cris. Et le menu qui vous sera concocté sera très très copieux. Hein? Car vous savez, dans les grands moments, qu'on vit briller de mille feux. Hôtel! Ok. En tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir suivi ce live, grand ouvrage classique de la Renaissance kémite qui a porté sur l'afrocentricité, la théorie du changement social de Molefi qui était à santé de Temple University aux États-Unis. Ok.